Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, un nouveau numéro durant lequel nous allons encore une fois parler de l'actualité à Mayotte. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous cette semaine? Je vous propose de le découvrir en compagnie de mon invité et ça se passe juste après ça. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit de Daniel Martial Henry, promoteur touristique. Daniel, bonjour. Bonjour Amina, bonjour Jérôme. Merci à vous de nous avoir accueillis ici, mais ici, où est-ce qu'on est pour ceux qui nous regardent? Alors nous sommes à Kombani, dans la commune de Tingoni, sur un lieu qui s'appelle Zanzibar. C'est le nom que ma mère a donné à ce site. D'accord. Voilà, où, comme vous avez vu, nous sommes en train de construire un hôtel d'envergure. Voilà. Dans un cadre très agréable, je vous l'affirme, sous les cocotiers, sous les manguiers, donc 50 minutes durant lesquelles nous allons parler d'actualité dans ce cadre agréable. Donc nous allons commencer par ce sujet. Donc cette semaine, les chauffeurs de l'entreprise Matisse ont fait usage de leur droit de retrait suite à une agression de l'un de leurs collègues. Donc c'était ce jeudi, les chauffeurs se sont retrouvés au Conseil général en compagnie des représentants de l'entreprise Matisse, de la DIECT et des représentants de la gendarmerie et de la police. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. Ce n'est pas avec un petit garçon comme ça qui va nous traumatiser pour exercer notre travail. 4 heures après le début de leur blocage, les chauffeurs de bus scolaires ont pu exprimer leur colère, injustice, insécurité, sentiment d'impunité des jeunes. L'agression d'hier soir a ravivé les rancœurs. Mais pour la direction de Matisse, si cette agression est bien un acte grave, elle ne justifie pas pour autant l'utilisation du droit de retrait. On n'est pas face à une situation où, comme ça s'était passé il y a 18 mois, 2 ans de ça à peu près, où la situation devenait extrêmement tendue, difficile, où il y a eu des blessés, etc. etc. Donc on n'est pas dans ce cadre-là. Donc c'est la raison pour laquelle, et ça a été dit par la DIECT, cet exercice du droit de retrait était très limite. Alors, on ne va pas aller plus loin. Retrait de salaire ? Il n'y aura ni retrait de salaire, mais c'est à titre exceptionnel, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y aura pas de retrait de salaire, il n'y aura pas non plus d'action disciplinaire qui sera engagée. Selon le Code du travail, le droit de retrait ou droit d'alerte peut être exercé selon certaines conditions. Il faut que le danger soit imminent, anormal par rapport à l'activité et qu'il représente un risque sérieux pour l'intégrité physique et morale. Aujourd'hui, pour les chauffeurs de Matisse, ce danger existe et il est même quotidien. Alors le droit de retrait de ce matin était pour eux une évidence. Mais nous, on a notre mot à dire aussi par rapport à la situation. Parce que nous, on exerce notre droit de solidarité parce que nous, on ne peut pas accepter à tout moment les agressions, même si la tentative. Moi, je vous donne un exemple. Tout le long de la semaine, les arbitres de foot, ils étaient agressés ou tentative d'agression, ils ont arrêté, ils n'ont pas officié le match. Malgré les petites discordes sur l'exercice du droit de retrait, direction et chauffeurs ont fini par trouver un terrain d'entente. Le ramassage scolaire a pu s'effectuer cet après-midi pour les 17 000 élèves de Lille. Des chauffeurs en fait qui ont peur pour leur intégrité physique notamment. Est-ce que leur réaction vous étonne, Daniel? Voilà, cette réaction ne m'étonne pas, d'accord? Malheureusement, Mayotte vit ces dernières années dans une insécurité absolue dans tous les domaines et en particulier dans le domaine du transport. Et je suis vraiment sidéré par cet acte que je condamne. C'est de la barbarie, surtout quand on sait que l'agresseur lui-même est un élément
exogène au milieu scolaire. C'est pas un élève, mais j'ai cru comprendre que c'est un jeune qui était en prison. Et que je connais très bien l'agressé qui est de Passamainti, tout comme moi, pédo qui a exercé dans le milieu de transport scolaire pendant plus de 30 ans. Une personne qui a toujours fait son métier avec beaucoup de dévouement. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est sur la condamnation de ces jeunes qui font ces agressions. On sait que celui-ci a été, je parle de l'agresseur, il a été déjà emprisonné. Ça ne lui a pas empêché de récidiver dans ses actes. Et c'est tout au-delà de l'aspect qui tend à condamner les agresseurs. C'est toute une question d'ordre social qui se pose. C'est surtout une question de sécurité qui se pose à Mayotte. L'État qui n'arrive plus à assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc pour vous, le territoire. Ce problème ne fait que revenir en fait sur le problème général de l'insécurité à Mayotte. En fait. C'est une branche. Voilà, en fait, c'est un problème à placer dans le contexte vraiment mahorais, où maintenant la violence est devenue un fait banal, que ce soit dans le sport, que ce soit un peu partout, la violence. Ce qui touche vraiment, c'est la banalisation de la violence. Les causes sont... Et là, on le voit également dans le reportage, la direction dit que ce n'était pas forcément nécessaire de mettre en œuvre ce droit de retrait parce que sûrement l'intégrité physique n'était pas menacée. Ou est-ce que justement c'est cette banalisation qui amène à ce genre d'attitude venant de la direction de Matisse? Je respecte bien le directeur de Matisse. Je souhaite observer toujours mon attitude amicale, mais je voudrais quand même me mettre à la place de ces chauffeurs de bus qui se font agresser tout le temps, surtout par ces jeunes-là qu'ils sont en train de servir. D'accord ? Moi, j'ai connu un passé scolaire, je dirais peut-être difficile en termes de transport, parce que tous les matins, on se levait à Passamainti pour marcher à pied jusqu'à Mamoudzou. Et donc, pour moi, le transport, c'est un luxe. Ça a un coût, c'est toute une organisation. Et que quand des jeunes ne prennent pas conscience de ce bienfait, de ce don, ça, c'est quelque part vraiment touchant. Donc, mais je réitère mes propos qu'au-delà de cet acte barbare, c'est toute une prise de conscience collective qu'il doit y avoir, c'est tout un débat collectif sur l'insécurité, puisque les causes, on les connaît. Moi, je peux citer l'immigration clandestine, je peux citer, parce que 80% de la population incarcérale est d'origine étrangère, donc 80% des délits sont perpétrés par ces gens. Là, on est sur le général, donc on va rester dans le domaine... C'est le chômage qui est vraiment galopant à Mayotte, avec beaucoup de familles qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants. Donc, c'est tout un problème collectif qui se pose. D'accord. Donc, en fait, c'est quelques heures durant lesquelles les chauffeurs ont exercé leur droit de retrait, ça a justement généré des perturbations au niveau du ramassage scolaire qui a causé de vives réactions venant des élèves qui, eux, justement, sont bénéficiaires de ces ramassages scolaires. Je vous laisse regarder ce reportage d'Abi Sadiadjinali et d'Abbas Alidi. L'image est pour le moins surprenante. Deux jeunes enfants qui tentent de discuter avec les gendarmes. Ils ont entre 11 et 17 ans et ont envahi les rues de Majikavo-Koropa ce matin. Rapidement, ces jeunes ont décidé de bloquer la route après avoir attendu en vain que le bus les récupère pour les emmener dans leur établissement scolaire. On va plus rien, que le bus. Et bien là, c'est une situation qui se représente dans tout Mayotte. Le moindre pépin, on ferme la route. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est aujourd'hui une journée pour les enfants qui traînent dehors. Il se trouve qu'il y a un problème entre Matisse et le transport. Donc, ils sont là depuis 4 h du matin. Ils n'ont pas eu de voiture pour les ramener au lycée. Et là, ils ont fermé la route. Les adolescents disent attendre depuis 4 h du matin. C'est donc par dépit qu'ils ont décidé de mener cette opération. Une action qui aura créé de monstrueux embouteillages à l'heure de pointe. Les gendarmes
mais également la police municipale ont dû intervenir. C'est vraiment grave ce phénomène. Moi, je souhaiterais à ce que les parents s'y mettent un peu. Parce que les parents laissent aller les enfants. Il y en a d'autres qui essaient d'en parler avec leurs enfants. Et nous, on ne savait pas qu'il y a eu une agression d'un chauffeur de bus. Et eux aussi doivent comprendre et dénoncer la personne qui a fait ce genre de délit et l'amener à la justice. Le problème, c'est qu'il y a des mineurs, il y a des majeurs. Du coup, les enfants se permettent parce que c'est la loi française qui doit s'appliquer. Quelques heures plus tard, la situation sera revenue à la normale. Mais cet épisode aura eu le don de rappeler que sur le territoire, la situation peut vite s'embraser. Les élèves, eux, reprendront le chemin de l'école normalement dès demain, comme si rien ne s'était passé. Des élèves mécontents qui bloquent les routes, est-ce que c'est un phénomène qui tend à se multiplier, à se répéter à Mayotte? Ce n'est pas normal, non? Effectivement, c'est aussi un problème qu'il faut regarder dans un cadre général. Donc, dans toute communauté, quand les enfants se livrent à des incivilités, ce ne sont pas vraiment les enfants qu'il faut voir, mais c'est plutôt les parents. Ça veut dire que nous avons un système éducatif scolaire ou bien familial défaillant, qu'il faudrait corriger. Défaillant dans quel sens? Voilà, déjà ces enfants-là, quand ils descendent sur la route ou quand ils barricadent la route, c'est déjà quelque part lié au discours qu'ils attendent véhiculer au sein même de leur propre famille. Quand par exemple des parents parlent souvent de justice, quand des parents s'attaquent au symbole de l'État, s'attaquent à la justice, s'attaquent à la police de leur propre pays ou à la gendarmerie de leur propre pays. Donc les enfants ne peuvent que reproduire ce qu'ils attendent dans la famille. Ces enfants-là, dans leur conscience, je dirais d'enfants, ils sont là en train de servir les paroles de leur mère. Si bien que même quand ils rentrent chez eux, d'accord, les parents ne vont rien leur dire. Ils vont peut-être même faire l'éloge de ce qu'ils ont fait. Pour eux, ils sont dans leur plein droit de descendre dans les rues et donc, de manifester. Donc en fait, c'est pas qu'ils se sentent en plein droit, parce que le droit c'est autre chose, mais ils ont une conscience de servir leurs parents. Je pense qu'un enfant bien encadré, un enfant bien éduqué ne descendra pas sur la route. Donc il ne faut pas voir ces enfants-là, mais il faut voir les parents de ces enfants-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ces parents-là? Mais derrière là, il y a toujours ce problème de malaise social. Et des parents qui abdiquent même sur leurs responsabilités familiales. L'accent est effectivement mis là-dessus dans le reportage. Ce ne sont que des enfants. Et là quelle aurait dû être justement la réaction des parents? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est leur rôle dans ce genre de situation? Alors, vous savez que l'histoire de barrer les routes a commencé d'abord en Mtsapéré. Avec les conflits Mtsapéré-Sada. Ça, on est à 40 ans. D'accord, Mtsapéré-Sada. Et les enfants de Mtsapéré, quand ils allaient barricader la route, souvent, ils étaient vraiment considérés comme des héros dans leur village parce qu'ils combattaient l'ennemi de Sada. Donc aujourd'hui, ces enfants-là, quand ils sont contre la police, c'est parce qu'ils voient que cette police-là pourchasse leurs parents. Et donc, leurs parents leur inculquent des valeurs anti-policières à Mayotte. Donc, pour vous, c'est les parents qui sont à l'origine? Bien sûr, c'est des discours qu'ils attendent dans leur famille. Dans leur famille. Des discours anti-gendarmes, des discours anti-police avec des parents, d'accord, qui s'attaquent au symbole de l'État. On va continuer, Daniel, avec un autre sujet d'actualité. Donc, vous le savez, les arbitres dans le monde du football, la semaine dernière, ont fait part de leur mécontentement, eux aussi, suite aux violences auxquelles ils sont victimes. Ils ont décidé de boycotter certains matchs. Donc, la Ligue a pris ce problème à bras-le-corps pour essayer de mettre fin à ce climat de tension. Ce reportage de Camille Leca, d'Abbas Alidi et de Nourdine Abdourahim. Ils l'ont fait entendre, les arbitres ne supportaient plus d'être victimes de violences pendant les matchs de football. Aujourd'hui, ils ont enfin eu l'occasion de chercher des solutions avec les responsables de la Ligue et les directeurs des clubs de Lille. Et à la sortie, les arbitres semblent satisfaits. À la réunion, on a tiré une bonne conclusion
La sécurité de ces arbitres va se faire dans le règlement, d'après le règlement qu'on a conclu aujourd'hui, que déjà la sécurité de tout le monde va être faite. 15 personnes, c'est-à-dire 10 personnes sur l'autre association, 5 personnes sur le visiteur. Donc là, déjà, c'est un pas. Une bonne nouvelle pour le football mahorais, car la colère des arbitres avait causé bien des remous. Plusieurs matchs avaient été annulés et le championnat était même sérieusement menacé. Pour la Ligue de football, la réunion est aussi positive pour le dialogue. Reste maintenant à bien appliquer les réglementations. Maintenant, je pense que le travail va continuer. Il va falloir se revoir avec les arbitres, avec le responsable de la Ligue, avec le préfet, comme nous l'avons souligné ici, avec le procureur de la République, pour que les lois qui sont déjà là, qui existent, soient appliquées et qu'on retrouve la sérénité à Mayotte, dans les villages, dans les quartiers et dans les stades. La journée s'achève donc sur des avancées, en espérant que la situation ne dégénère plus sur les terrains. Les arbitres qui ont l'air satisfaits puisqu'ils ont réussi à faire entendre leur voix. Daniel, votre réaction ? Alors c'est une satisfaction malheureusement éphémère parce que je sais très bien que les mêmes effets vont se produire. Moi-même, j'ai été footballeur avant, je jouais à l'équipe de Mzouazia, Jumeaux. Et je crus comprendre que le football à Mayotte fonctionne de type tribaliste. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un village contre village et le sport passe en dessous et c'est les conflits qui passent au-dessus. Et donc le perdant ne veut pas accepter qu'il a perdu et puis pour se donner une bonne conscience, ils s'en prennent aux arbitres. Ceux-là même qui sont en train de leur rendre service parce que sans arbitre, il ne peut pas y avoir de match. Moi, c'est vrai que j'avais des cartons rouges, mais j'ai toujours respecté l'arbitre. Quand je faisais une faute, j'avais mon carton rouge, je sortais. C'est tout. On m'engueulait à la maison parce que j'ai un carton rouge, mais je n'ai jamais agressé l'arbitre. Et donc, c'est dommage parce que moi, j'ai vu la plupart des responsables politiques à Mayotte viennent du monde sportif. Et donc, c'est inquiétant quand aujourd'hui, des gens qui sont promus à être des élites sont en train de s'en prendre au règlement, à la loi du sport qui est incarnée par les arbitres. Donc ici, en fait, on voit que les directeurs justement de clubs et la Ligue elle-même a compris qu'il y avait un souci et qu'ils allaient faire le nécessaire pour éradiquer ce problème. C'est quand même une bonne chose, non? Déjà que ça soit pris en compte. Disons que quand je dis dans le monde du sport, dans le monde du football, que ça fonctionne de type tribaliste, il faut être honnête, il faut savoir que même ceux qui sont à la Ligue ont toujours cet état d'esprit tribaliste. Donc ici, et ça, ce sont les arbitres qui sont victimes. Donc ce ne sont que des vœux pieux pour vous. Voilà, c'est-à-dire que ces gens-là manigancent des choses et puis après, ils viennent... Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas. C'est pas que j'y crois pas, mais il faut que chacun se fasse... son cure de folie et puis après qu'on se dise que le sport c'est du sport, que ça dépasse les limites villageoises. Et il faut savoir être bon perdant aussi. Voilà, il faut savoir être un bon perdant. Comment vous pouvez imaginer, on gagne sur le terrain et à la Ligue on fait tout pour que celui qui a gagné sur le terrain ne gagne pas. Moi, j'ai joué 5 ans au foot en métropole. Je n'ai jamais vu de réserve. Je n'ai jamais vu une équipe qui gagne sur table. Donc aussi, et alors qu'à Mayotte, je peux vous dire que tous les ans, c'est Mayotte qui produit le plus de documents et de saisines auprès de la Fédé à Paris. Et tout ça, c'est pas ça. Donc, c'est une prise de conscience collective, encore une fois, que le sport, c'est pas, on n'est pas des tribus. On l'a été peut-être, mais on a perdu un peu ses qualités peut-être tribales. Et maintenant, il faut quand même qu'on pense aux choses de façon sérieuse. D'accord, donc on espère que justement ces solutions vont être trouvées et qu'elles vont être pérennes. On continue, Daniel, avec un autre sujet, donc les travaux à Mamoudzou. La mairie de Mamoudzou investit pour le confort de ses administrés. On l'a vu, des routes qui sont en train d'être faites, les voiries sont en train d'être refaites également. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Issouf. Une
rues plus sécurisées en plein travaux et déjà les automobilistes, les piétons se sentent plus rassurés et empruntent la rue de l'internat avec sérénité. Une rue fréquentée par bon nombre de lycéens et d'enseignants, heureux de voir enfin la rue délimitée par 2 trottoirs. Je suis au lycée là, Mamoudzou, et en remontant chez moi, j'ai failli me faire percuter par un camion, mais bon, maintenant il y a les trottoirs. Donc je pense que c'est plus sécurisé, ça va nous permettre de mieux circuler de chez moi au lycée. Ouais, maintenant qu'il y a eu les travaux, bien sûr, je passe là. Et puis c'est plus facile surtout que de faire le tour vu que ça n'a pas encore été fait. Donc voilà. Alors c'est beaucoup mieux qu'avant, mais comme les travaux ne sont pas finis, donc on espère qu'effectivement la route sera beaucoup plus praticable une fois que tout sera mis en ordre. C'est quand on investit que l'on prépare l'avenir. Le message de la nouvelle équipe municipale est clair, priorité à l'investissement. Ainsi, avec l'arrivée des nouvelles recettes des impôts locaux, ils ont une marge de manœuvre pour agir. Il faut dire que le chef-lieu tend à se développer à l'image des autres capitales d'outre-mer. La route de Bonovo qui va être refaite aussi, comme d'autres voies qui vont venir, parce qu'il y a aussi la route de Kaweni qui mène au lycée. Il y a aussi cette route-là qui mène au collège de Doujani. Il y a d'autres routes encore dans la commune où vraiment, ça nécessite vraiment une intervention. 435 501 € d'investissement pour les premiers travaux de réfection et aménagement des voiries. Le but est de redonner une autre image à la ville de Mamoudzou en tenant en compte des difficultés des citoyens de la ville. Un plan d'aménagement mis en place en collaboration avec la COLAS et d'autres entreprises privées qui répondent aux appels d'offres. Sur fonds propres, les travaux qu'entreprend la mairie permettent de bénéficier des dotations de l'État qui empruntent à la commune pour investir. Des travaux qui ont l'air d'enchanter les administrés de la commune de Mamoudzou. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel ? Alors, écoutez, ça fait plaisir de voir ça. Et ce qui me réjouit aussi, c'est quand je vis mon ami Mwangié en tant qu'adjoint maire chargé de l'aménagement. Je sais que Mamoudzou est dans de très bonnes mains par rapport à l'aménagement, compte tenu de sa présence dans cette municipalité. Au-delà de cette réjouissance, je pense que Mamoudzou, c'est la ville principale de Mayotte, c'est pas la capitale. Notre capitale, c'est Paris. Le chef-lieu. C'est la ville principale de Mayotte, la ville chef-lieu. Et donc Mamoudzou doit briller, doit donner vraiment toute l'image de la splendeur et la splendeur du territoire. Être une vitrine, du département. En fait, voilà, c'est la vitrine du département. Je ne fais que encourager ces initiatives-là. Et Mwangié, vas-y, continue, t'es bon comme ça. Et on l'a vu, les travaux, c'est une bonne chose, mais on le voit, certaines personnes peuvent aussi en pâtir, notamment les commerçants. Et qu'est-ce que vous avez à dire concernant leur situation, notamment, qui, pour beaucoup, certains d'entre eux qui sont concernés, perdent une partie de leur chiffre d'affaires à cause de ces travaux? Eh bien, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Là, on casse les œufs. Pour faire des bonnes omelettes, il faut être patient. Moi, j'ai vu quand la route du commerce se construisait et c'est là où on a la plus forte concentration des commerçants. Ils ont pu être patients. Ça a été désagréable, mais aujourd'hui, ils sont auréolés et satisfaits. Voilà, de voir comment sont les routes maintenant. Donc, partout où les routes se font et se refont, il faut être patient, avoir une conscience de civisme, d'accord ? Laisser passer les engins, laisser passer les ouvriers sans les déranger. Penser à l'intérêt général. Voilà, penser à l'intérêt général parce que à terme, c'est tout le monde qui gagne. Voilà. C'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. Nous vous retrouvons juste après la pub. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt!
sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Nous sommes toujours à Combani, à l'intérieur de Mayotte, toujours en compagnie de mon invité Daniel Martial. Daniel, merci à vous d'être toujours avec nous en notre compagnie. Voilà, merci Amina, merci Jérôme. Jérôme qui est derrière la caméra, effectivement. Voilà. Donc Daniel, nous continuons à parler de l'actualité avec ce sujet qui est une réalité à Mayotte, même si beaucoup n'ont pas l'impression que notre île soit touchée. C'est le sida, donc le VIH touche également notre île. Donc Daniel Jacques Martial-Henry s'est rendu à un colloque sur le VIH-sida organisé à La Réunion pour faire un état des lieux de justement la situation épidémiologique dans l'océan Indien. Je vous laisse regarder ces précisions de Camille Leca. 10 à 12 nouveaux cas de VIH sont déclarés chaque année pour 100 000 habitants, selon l'Agence régionale de santé. C'est indéniable, le sida est présent à Mayotte et pourtant la maladie est taboue. Plus tabou que par le passé, car si l'on en croit le Conseil général, la sensibilisation a reculé ces dernières années. Le Conseil général a continué à financer des associations pour mener les actions de sensibilisation. Mais ces actions, aujourd'hui, je dirais que c'est un échec parce que on avançait beaucoup plus des personnes et non des informations. Échec du milieu associatif, les mots sont forts. Du côté de Nari Kemsada, seule association de l'île à œuvrer pour la prévention et l'accompagnement des personnes séropositives, la balle se situe pourtant dans le camp des politiques. En dehors de quelques associations dont Nari Kemsada, personne n'en parle. Et nous pensons, nous soutenons que le sida se soigne aussi par la politique. Tant que les politiques ne se saisiront pas de cette problématique sociétale, les choses n'avanceront pas. Les politiques, c'est qui ? C'est le Conseil général, c'est les communes et bien sûr les services de l'État. Aujourd'hui, 193 patients séropositifs seraient suivis par le centre hospitalier de Mayotte. Parmi eux, environ 60% de femmes, souvent dépistées pendant leur grossesse. D'où l'importance de se faire dépister le plus rapidement possible pour mieux prévenir les risques. Le sida, un sujet tabou à Mayotte, d'où comme conséquence une sensibilisation qui regresse. Daniel, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne pense pas. Déjà, il faut rappeler que le sida, c'est une maladie grave dont on n'a pas encore reçu de remède jusqu'à là. Donc à Mayotte, la question du sida a été assez évoquée il y a quelques années. Je ne pense pas que ça soit un sujet tabou. Les gens n'en parlent pas assez, c'est tout, mais c'est pas un sujet tabou parce que à l'époque, je rends hommage ici au Kadi Saïd Hachim. Il y a eu une très forte campagne de sensibilisation. Il me semble, je ne vais pas donner tort à Jacques, Jacques a raison, parce qu'il me semble que ce sont les associations qui prennent le relais, qui cherchent plus à se mettre en valeur eux-mêmes qui a suffisamment évoqué le problème. Parce qu'il y a des accompagnements financiers, mais les actions qu'ils sont eux-mêmes en train de mettre en place ne sont pas assez significatives. En tout cas, pas très connues du public. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que à Mayotte, nous avons trop ouvert les frontières. Nous avons aujourd'hui une population d'origine des coins les plus sidatiques du monde. Je passe aux côtés de l'Est africain, les régions du lac, où certains villages sont atteints du sida, voire même à 80%. Et quand on laisse, il y a des villages qui ont même été complètement décimés par la maladie. Et quand on laisse une population comme ça entrer sans contrôle, je ne pense pas que c'est de nature à résoudre le problème, mais plutôt à
à l'amplifier. Je n'indexe personne, mais il faut chercher les causes des maladies, un diagnostic pour pouvoir les combattre. Justement, on voit dans le reportage les associations, notamment Narikem Msaada, renvoient la balle au Conseil général, aux élus. Et est-ce que quelque part, on ne peut pas dire aussi c'est une conscience de chacun d'entre nous? Parce qu'il faut d'abord commencer par se faire dépister avant de parler de sida. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire du côté de la population, de ces personnes-là qui banalisent peut-être aussi la présence du sida à Mayotte? Je ne pense pas qu'il y a une banalisation. Tout le monde est conscient et le propre de Mayotte, c'est que nous avons toujours réussi mieux que les autres les campagnes de sensibilisation, aussi bien de la natalité. Mais le problème viendrait d'où alors? Aussi bien du sida par exemple. Mais je pense effectivement il y a une baisse de vigilance et je ne pense pas que ça soit un problème des élus ou des autorités, parce que ces élus et ces autorités continue toujours à financer les associations. Quand le Grand Kadi, quand quelqu'un comme le docteur Henri, quand quelqu'un comme le docteur Abdou Djabar parlait de sida, il ne parlait pas en tant que politique. C'était des initiatives citoyennes qui étaient accompagnées soit moralement, ou financièrement ou techniquement. Voilà. Donc ces associations qui bénéficient de... C'est à elles de faire les actions. Voilà, parce qu'ils sont le relais du Conseil général. Ils sont financés, ou de l'État, ils sont financés pour ça. Vous ne me direz pas que l'association Narikem Msaada fonctionne de façon bénévolat. C'est vrai, c'est une association, les membres sont bénévoles, mais il y a un accompagnement financier et on attend des forces civiles de promouvoir des actions pour justement accompagner, parce que ce sont eux qui sont les plus proches de la population. D'accord. On va continuer, Daniel, avec ce procès qui a eu lieu cette semaine. Un procès suite à une affaire qui s'est produite il y a 5 ans. Donc la noyade d'une petite fille de 5 ans à la piscine de Koropa. Je vous laisse regarder les précisions de Shakila Youssouf, d'Abbas Alidi et de Fred Souleymana. L'audience s'est tenue ce matin. Une audience difficile au cours de laquelle la tante de Zarma, celle qui l'accompagnait le jour de sa disparition, était aux côtés de la maman effondrée face à 4 avocats défendant l'établissement de Koropa. Les 4 défenseurs auront eu les mots durs à son encontre en tentant de démontrer que ses responsabilités il devait y avoir. Elle reposait alors sur les épaules de cette tante qui n'aurait pas surveillé l'enfant dont elle avait la garde. Il était question d'évoquer, de débattre de la responsabilité pénale du responsable de la piscine, mais aussi parler de la mort accidentelle d'un enfant. C'est très 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 douloureux, puisqu'il y a une famille à juste titre était là, qui demande justice et qui demande aussi à ce que les responsabilités soient clairement évoquées. C'est pas toujours facile, donc c'est un dossier extrêmement douloureux et très 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 difficile à tout point de vue. C'est maître Julien Chauvin qui a eu la très lourde tâche de reprendre ce dossier qui lui avait été confié 4 jours auparavant. Le parquet pour sa part est revenu sur les fautes commises par la société tenant la piscine, tout en relevant toutefois que les enfants sont en premier lieu sous la surveillance des parents. Un long retour sur les règles de sécurité obligatoires inhérentes à ce type d'établissement ont cependant rééquilibré le débat, tout comme le rappel de la présence de ce ponton qui n'avait pas été enlevé et qui empêchait de voir ce qui se passait à cet endroit du bassin. Le jugement a été mis en délibération. Il sera rendu le 4 décembre prochain. Une audience qui justement soulève ce problème de sécurité dans ce genre de lieu. Daniel, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? C'est triste d'attendre ça parce qu'il y a eu mort d'enfant, une petite fille de 5 ans. Je compatis d'ores et déjà à la peine de leurs parents. Je leur présente toutes mes condoléances. Ceci étant, aujourd'hui, la justice est saisie de l'affaire et on attend les délibérés. Et par-delà, il y a une question qui se pose sur les piscines à Mayotte, ainsi que leur manière de fonctionner. Parce que quand on entend ce sujet-là,
on aurait déjà peur de développer des piscines. Et pourtant, les piscines doivent exister. Donc, c'est aussi une autre chose. Et donc, là-dessus, sincèrement, il est très difficile pour moi de me prononcer. Parfois, je me dis même, l'enfant a disparu. Est-ce que c'est ce jugement-là qui va lui rendre son âme? C'est vraiment difficile à supporter tout ça dans sa conscience. Et là, il est question de responsabilité dans la mesure où justement l'enfant était dans un établissement privé et même en présence d'un maître nageur, justement ça n'a pas suffi à empêcher la noyade. Donc en fait là il est beaucoup question de responsabilité, peut-être même au niveau de cet établissement, parce qu'on a évoqué la noyade, même en présence d'un maître nageur. Et est-ce qu'ici, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, à ce qui me concerne, pour vous dire honnêtement, il y a eu un enfant qui est décédé, qui est mort dans cette piscine. Voilà. Et je vous dis franchement, c'est une situation extrêmement difficile à gérer. Il faut être juge, voilà, pour se prononcer sur ça. Mais vous comprenez que cette affaire aille en justice. Et parce que il faut comprendre, c'est vrai, les parents sont beaucoup touchés, mais il faut comprendre aussi que personne n'a voulu du noyade de l'enfant. Ce qui est vraiment attristant, c'est qu'un enfant va pour jouer, pour se faire plaisir et c'est le deuil à la maison et ça c'est quelque chose de vraiment difficile. Mais ce que je dis ici, il s'agit, ce n'est pas seulement une question de responsabilité de chacun qui se joue, mais c'est aussi la question même des piscines. Il faudrait c'est-à-dire la question il faudrait que voilà qu'il y ait qu'on arrive à discerner entre responsabilité de chacun dans l'histoire et puis après les normes en matière de sécurité liées aux piscines, parce que justement jusqu'à là c'était assez opaque. D'accord. À Mayotte, il faut assez opaque à Mayotte. Donc c'est plusieurs paramètres qui entrent en jeu et qui font réfléchir. Et malheureusement, on a attendu jusqu'à quand il y a mort pour que les gens prennent conscience et réfléchissent. Mais vraiment, il faut être juge. Et là, il faut laisser l'affaire au juge. Voilà parce que, pour vous dire franchement, moi, quand je vois certains avocats ici dans les médias, je vois tout de suite une opposition entre communautés, une opposition entre État et État. Et il faut vraiment être pragmatique et savoir qu'il y a mort d'enfants. Pourquoi il y a eu cette mort? Est-ce qu'on pouvait l'éviter? Est-ce qu'on ne pouvait pas l'éviter? Quelle est la responsabilité de chacun? Comment faire pour éviter ces genres de situations dans l'avenir? Voilà. On continue, Daniel, avec une journée qui a marqué cette semaine. Donc, vous le savez peut-être déjà, on a fêté cette semaine les 25 ans de la Convention internationale des droits de l'homme. Et à cette occasion, le vice-rectorat a invité des classes du premier et du second degré à un débat assez particulier durant lequel des hommes qui font des métiers de femmes et vice-versa sont venus donner un petit peu la mesure, tout ça pour faire comprendre aux enfants que l'égalité entre hommes et femmes, ça commence depuis tout jeune. On regarde les précisions de Shakila Issouf et de Fred Souleymana. Le problème, c'est aussi à vous, Génération Nouvelle, ici, à faire évoluer les choses, parce que la pratique sportive n'est pas réservée uniquement aux garçons et les tâches ménagères ne sont pas uniquement réservées également aux filles. Il faut dire que ces jeunes s'interrogent. Les questions fusent en particulier lors de la présentation du sage-femme Oumar Massoundi, deux gendarmes femmes, une sage-femme, un assistant social, une chef d'entreprise du bâtiment et un directeur de l'UNSS ont répondu aux questions des élèves de la CM2, des collégiens et lycéens afin de leur faire comprendre que les filles et les garçons peuvent exercer le métier qu'ils veulent.
Ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le fait que sa maman, elle nous a dit que sa maman ne travaillait pas, qu'elle n'avait pas été à l'école et que au moment où elle a commencé son parcours pour apprendre à être gendarme, il n'y en avait pas beaucoup. Elle n'était pas au courant, mais elle s'est renseignée, elle a cherché elle-même. Et même s'il n'y avait pas beaucoup de femmes gendarmes, elle a foncé, elle a réalisé son projet. L'angle choisi ici par le vice-rectorat à travers la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant est de permettre aux élèves d'avoir une réflexion sur l'égalité sociale et professionnelle entre la fille et le garçon, et ce afin d'apprendre à respecter les droits de chaque individu dans son origine et sa personne. La portée de ce thème, c'est de permettre à tous ces jeunes de suivre le parcours scolaire puis professionnel qu'ils auront choisi tout au fond d'eux et qui ne sera pas obligatoirement lié à pourquoi pas des pressions sociales ou des pressions familiales. La Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée ce jeudi 20 novembre 2014 en date d'anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Une convention interministérielle a d'ailleurs été signée entre le vice-rectorat par Madame Constantini et la préfecture représentée par Madame Espessier, sous-préfète. Cela afin d'encourager les élèves à poursuivre leurs efforts pour parvenir au métier qu'ils veulent exercer plus tard. Promouvoir l'égalité entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Depuis l'école, depuis les premières années, c'est important, Daniel? Alors, je vais tout simplement dire qu'il ne faut pas manipuler ces enfants. Il faut les éduquer, mais il ne faut pas les manipuler. Ce sont des enfants mahorais et ils naissent libres et égaux. D'accord? Ces enfants naissent libres et égaux. Ce n'est pas parce que la petite fille met sa petite robe rouge et que le garçon met son petit caleçon vert qu'on va avoir une inégalité, d'accord? Parce que si on fait confusion, on risque d'avoir des enfants avec une sexualité à terme controversée, d'accord? Comme ça se passe ailleurs. Donc, il y a ce qu'il faut, c'est que préparer ces enfants quant à leur avenir, je dirais social, professionnel. Donc, mais là où j'attire l'attention, c'est d'en faire une problématique comme ça se passe dans d'autres pays où les femmes sont sous la domination des hommes. À Mayotte, on n'est pas dans cette configuration. C'est pas parce que je suis un homme que je dis ça. Moi, j'ai des sœurs, j'ai une maman que j'aime bien. Mais il ne faut pas calquer des modèles sociétals extérieurs. Mais vous êtes bien d'accord, il y a des métiers qui sont plus justement reconnus comme des métiers d'hommes et des métiers comme des métiers de femmes. Donc là, c'est peut-être pour casser aussi cette image qu'il était important de le rappeler aux enfants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une division sexuelle du travail, d'accord? Selon, dans une société donnée, il y a des métiers qui sont faits aux femmes, il y a des métiers qui sont faits aux hommes. On n'oblige jamais un homme à faire tel métier plutôt que l'autre. On n'oblige jamais une femme à faire tel métier plutôt que l'autre. Il y a eu une dynamique sociétale qui s'est installée, une philosophie, une organisation, et chacun a fait le choix. Aujourd'hui même, il y a des femmes qui sont mécaniciens, il y a des femmes qui sont charpentiers. C'est toujours bien de l'encourager. Comme il y a des hommes qui font bien la cuisine, et moi je dirais, ma femme vous le dirait, que je suis un cordon bleu. Mais vous êtes d'accord avec moi pour le dire, en politique par exemple, il a fallu imposer le principe de la parité. Ça montre bien qu'à un moment donné, la parité n'était pas automatique, on va dire. Alors, je vais vous... Là, on parle de société. Vous savez, à Mayotte, la parité existe depuis que Mayotte est Mayotte. Parce qu'à Mayotte, ce qui se passe, il y a un pouvoir matériel et un pouvoir
spirituelle, d'accord? Et que le pouvoir spirituel à Mayotte, d'accord, était aux mains des femmes. C'est-à-dire quand bien même les femmes, on ne les voyait pas au devant de la scène, mais c'est eux qui avaient la spiritualité, tout ce qui est les possessions, tout ce qui est les fatihas, les prières, tout ça. Et aucun homme n'a gouverné à Mayotte sans qu'il y ait une gente féminine derrière qui le conduisait dans toutes ses décisions. Aujourd'hui, les femmes veulent se mettre devant, d'accord, c'est de leur droit, et je m'en réjouis complètement, d'accord, et que parce que c'est un choix, aujourd'hui, veulent être devant. Et personne ne dit non. Donc avant même que cette loi de parité existe, on a connu des femmes. Il y a Mada Saïd de Bandélé, il y a Zaina Meres qui était conseiller général à... Donc pour vous, ça ne vous pose aucun problème. Il y a eu Zenam Dere. Non, c'est-à-dire qu'à Mayotte, nous sommes une société à tradition de type bantou, avec la matriarcat, la matrilocalité, où c'est la femme qui domine. La femme a une présence très forte dans nos communautés. D'accord? Donc, moi, je vois parfois comment papa se faisait traîner par maman. On voyait vraiment une autorité maternelle dans la famille. Et moi, je suis allé à l'école coranique chez ma tante Shamsia, qui était une femme. Ma grand-mère a eu que des filles, 8 filles. Et j'ai vécu dans une gente féminine. Des femmes fortes. Des femmes fortes. Et je n'ai pas cette conception je n'ai pas vu une femme dominée à Mayotte. C'est pour ça que je dis, il faut relativiser. Nous ne sommes pas en Afghanistan. Nous ne sommes pas je ne sais où. Nous sommes à Mayotte, une société avec ses traditions. Et je répète que les enfants mahorais naissent libres et égaux. Et égaux, on est bien d'accord, Daniel. On va maintenant orienter la discussion sur vous, Daniel, sur le promoteur touristique que vous êtes. Nous sommes ici sur votre site, on va dire. On voit en construction derrière nous des bâtiments. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit de la construction d'un complexe hôtelier qui va comprendre dans un premier temps 10 bungalows et un restaurant de 120 couverts, avec des activités ludiques, visites de sentiers, visites botaniques, toutes ces activités-là. Donc, c'est une structure dont on compte débuter l'activité en début janvier de l'année prochaine. C'est très prochainement ça. Hein? Voilà, Inch'Allah. Et j'en suis fier d'être le promoteur, mais je peux vous dire combien c'est difficile de lever tous les obstacles administratifs, fonciers, financiers pour arriver à ce stade de travaux. Je suis content de vivre cette expérience difficile et ça me renforce dans mon surmoi. Et voilà, je prie tout simplement Dieu d'aller jusqu'à terme, parce que je ne pense pas que la force d'un homme suffit pour arriver à faire toute cette construction. Il faut vraiment une force surnaturelle qui te dope pour que tu arrives pour passer les obstacles, comme vous dites. Pour dire que c'est pas facile. Voilà. Et vous, en fait, vous nous parlez des obstacles au niveau de la construction. Donc, en matière de tourisme, est-ce que justement Mayotte se porte bien? Vous qui êtes promoteur, comment vous voyez les choses avec cet outil? Est-ce que vous pensez pouvoir booster un petit peu l'activité? Alors, je ne suis pas très intelligent, mais j'ai compris que s'il y a des structures hôtelières qui sont à Mayotte depuis 1977 et qui n'ont jamais rencontré des problèmes, là j'ai compris que c'est le secteur où il faut y aller. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que j'ai toujours dit ça à des amis, c'est qu'en France, les hirondelles annoncent le printemps. À Mayotte, là où vont les Indiens, c'est là où il y a l'argent. Moi, j'ai vu quelques Indiens aujourd'hui construire des hôtels et j'ai compris que c'est là où on doit y être. Donc, voilà, c'est... En tout cas, nous reviendrons sur ce site une fois que les travaux seront terminés, Daniel, pour voir justement ce que ça donne. Inch'Allah. Zanzibar à l'intérieur de Mayotte. Voilà, Zanzibar à l'intérieur de Mayotte. Je vous remercie, Daniel, pour toutes ces précisions. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, toujours sur KTV, pour de nouvelles infos. Alors, je remercie Kwezi TV, je te remercie Amina et je te remercie Jérôme. Voilà, merci beaucoup.